Docteur Dominique Neumann Chichportiche Bokertov, merci d'être avec nous ce matin. Bokertov, Daniel, comment allez-vous? Bien, ça va. Écoutez, je pourrais vous poser la même question, mais on va poser la question surtout sur le plan du collectif de l'État d'Israël et de cette situation qui peut peut-être paraître préoccupante d'un nombre de plus en plus important de malades diagnostiqués positifs, de personnes mises en quarantaine, en particulier dans l'éducation nationale. Alors, je vous pose directement la question. Vous nous avez accompagnés pendant toute la crise du corona. Est-ce que nous sommes à la veille d'une seconde vague d'épidémie? Non, je pense pas. Je pense que c'est le reste de ce qu'on a vécu et qu'il y a de temps en temps des petites recrudescences ponctuelles. Il faut mettre les choses dans les justes proportions. Ce qui se passe maintenant avec la recrudescence, c'est qu'il y a près de 300 cas, mais 56% des cas sont à Jérusalem. Oui. Et dans ces 56% des cas, il y a 80% des cas qui sont au fameux gymnasium, l'école de Rechavia. Ce qui fait il faut mettre les choses dans les bonnes proportions. Et on revient à ce dont on avait parlé, à savoir que on peut sortir du déconfinement, signaler les zones rouges, et quand on a une zone rouge, la fermer et faire énormément de tests pour détecter le plus possible et mettre en quarantaine dans ces zones rouges. C'est ce qui se passe au niveau de l'éducation, au niveau des écoles. C'est plus dans ce qu'on appelle Khativa Benaim et Tichonim, c'est-à-dire dans les collèges et dans les lycées. Il y a aussi dans les basses classes, mais c'est plus au niveau des adolescents. Et je pense que ça peut s'expliquer par la manière de se comporter. Alors, je ne pense pas qu'il faut paniquer, je ne pense pas qu'il faut parler de deuxième vague. Je pense qu'il s'agit des restes de cette épidémie. Mais là, il y a un schéma qui a été créé. On ne sait pas ce qui va se passer avec le coronavirus, mais il y a une équipe à Minnesota qui a essayé de faire une extrapolation en étudiant toutes les épidémies qui ont eu de par le monde pendant des siècles. Celle qui s'habille le plus sur notre épidémie, c'est essentiellement les épidémies de grippe. Mm-hmm. Il y a 3 tableaux qui peuvent se faire. Le premier tableau, c'est que on a passé la grande vague et là on voit des distinctions qui se fait progressivement et doucement. La deuxième possibilité qui est la plus difficile et la plus dure à penser, je pense pas qu'on soit là, mais on peut pas savoir, c'est qu'on a passé la première vague et la deuxième vague est devant nous et qu'elle sera beaucoup plus grave que la première. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole, qui a duré, comme vous le savez, pendant plus de 2 ans. Et après la première vague, il y a une vague encore plus grande, ce qui pourrait se faire en automne-hiver. Et ensuite, il y a eu des petites vagues jusqu'à ce que la grippe a disparu par elle-même. Et le troisième scénario, c'est la possibilité de petites vagues de temps en temps qui continuent pendant 1 ou 2 ans. C'est possible qu'on soit là-bas, mais je pense vraiment pas qu'il faut paniquer, parce que si vous voyez globalement ce qui se passe, c'est que on voit qu'on a appris à vivre avec, et que si on est autodiscipliné et qu'on sait respecter les règles, je pense qu'on arrive à vivre. Le problème avec les écoles, c'est que vous pouvez pas complètement fermer, parce qu'il s'agit d'une centaine d'établissements qui ont été fermés par rapport à 5000 établissements qui sont actifs. Mmh. De plus j'ai lu hier que Bibi Netanyahou a décidé de prolonger les études jusqu'à la mi-juillet, ce qui fait qu'on aurait pu dire, il reste qu'1 ou 2 semaines, aller fermer les écoles et se terminer, mais c'est pas exactement réaliste parce que ça fait encore 1 mois. Et 1 mois, c'est 1 mois. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça moins pour l'éducation des enfants que pour la possibilité de libérer les parents qui éventuellement peuvent se rajouter des travaux pour compléter leur fin de mois et ne pas avoir les enfants à la maison. Ce qui fait que tout ça est un grand engrenage, et je pense que si vous prenez 100 écoles par rapport à 5000 établissements et que vous faites ce dont on a parlé, à savoir détecter, fermer, faire des examens et traiter si besoin, je pense qu'on est bien, quoi. Ça faisait partie, on peut dire, ça fait partie des estimations de ce que l'on prévoyait au moment où on a rouvert, on va dire, le marché israélien, où on a autorisé à nouveau les écoles. Je suis pas sûre comment on pouvait prévoir, parce que je vous dis et je vous explique qu'on ne peut pas prévoir. On ne sait pas. Mais on vit avec et on apprend à faire avec. Ce
qui est sûr, c'est que ça fait partie des prévisions dont j'ai parlé dans ma dernière interview, à savoir qu'il faut être prêt à des zones de résurgence et à fermer ces zones rouges et à faire des examens et à isoler les gens qui sont autour des cas spécifiques. Selon vous, ce n'était pas donc une erreur de rouvrir l'éducation nationale, de rouvrir les établissements scolaires lorsque cela a été fait, même si on était proche de la fin de l'année scolaire? On est toujours plus intelligent a posteriori. Oui. Ok, je veux dire, on peut dire oui, c'était pas normal pour 2-3 semaines, on aurait pu continuer, etc. Mais quand vous pensez aux chiffres et que vous voyez la statistique, à savoir 100 par rapport à 5000 écoles qui sont ouvertes, je pense que en gros, c'est bien fait, avec toutes les mesures dont j'ai parlé autour. Alors, maintenant, il y a une question que l'on se pose. Est-ce que parce que tout le monde sort aujourd'hui et on ne sait plus trop que faire avec les personnes âgées. Est-ce que les personnes âgées doivent sortir aussi, peuvent sortir? Comment elles peuvent sortir? Dans quel cadre? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire dans la situation actuelle? Je pense qu'elles peuvent parce que ça, c'est-à-dire lorsque l'on parle à la télé, aux informations de cette multiplication du nombre de malades, même si ce sont des malades très légers, des jeunes, dans les écoles, etc., tout cela ramène, on va dire, à la période, on va dire, du début de la crise et les personnes âgées qui sont confinées depuis longtemps et qui, pour beaucoup, ne sont pas toutes sorties de chez elles sont inquiètes. Je pense qu'il faut les laisser sortir, mais ils doivent être encore plus prudents que les autres, c'est-à-dire que porter les masques, se laver les mains et garder distance, c'est-à-dire qu'ils sortent, qu'ils fassent des choses, mais qu'ils n'aillent pas dans les endroits où il y a trop de monde. Je pense qu'il faut les sortir de la maison. C'est impossible à laisser des personnes âgées. Moi, personnellement, mes parents, je leur ai dit de sortir. Ça y est. Mais je leur dis, mettez un masque, n'allez pas dans des endroits où il y a trop de personnes, etc. Et je pense que ça doit être la politique. Il faut apprendre à vivre avec, y compris les personnes âgées. Mais c'est sûr qu'elles doivent être plus prudentes que les autres. Elles doivent porter le masque de manière encore plus assidue et se tenir à distance des gens et ne pas aller dans les endroits où il y a énormément de personnes. Alors, depuis le début de la crise, vous nous aviez dit que la clé de sortie de crise, c'était les tests de dépistage. Si j'en crois les informations de ce week-end, on a battu un record puisqu'il y a eu 16 000 tests de dépistage. 16 000, oui, c'est magnifique. Alors 16 000 tests de dépistage, alors c'est important, et donc par rapport à cela, le nombre de malades augmente, mais on va dire le rapport est tout de même très faible, on veut dire, au niveau entre... Très faible, je pense que c'est exactement la clé, c'est que on fait énormément de tests, ce qui a prouvé, je veux dire, à l'échelle mondiale, les pays qui ont fait plus de tests se sont beaucoup mieux comportés en face de la crise que ceux qui n'en faisaient pas. Et je pense que c'est magnifique, on s'est arrivé à 16 000. Ça pose des problèmes au niveau du laboratoire. Il y a des problèmes, oui. Je veux dire, les laboratoires sont en train de crouler parce que tout le monde s'y est, Misra d'Abreu, Topito, Coupatrolim, etc. Mais alors, j'ai entendu que le Misra d'Abreu devrait donner des budgets pour rajouter des laborantins, ce qui n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, à propos, il y a les sérologies qui sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes depuis au moins 2-3 semaines, au moins. Mais elles ne sont pas encore mises en place. Elles sont mises en place, mais elles n'ont pas encore l'accord d'exécution du ministère de la Santé. Et je pense que c'est lié à l'autre. Ah. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Alors, si vous rajoutez les sérologies, Expliquez-nous comment ça va se passer avec les sérologies, qu'est-ce qui va changer entre des tests de dépistage simples et les sérologies? Le test de dépistage simple, c'est le test de chercher le gène par PCR, par un examen génétique, au niveau de l'endroit où le virus rentre, à savoir le nez, la gorge. Par rapport à la sérologie, qui montre si vous avez fait des anticorps ou pas, c'est-à-dire si vous avez été en contact ou pas avec le virus. On ne se fait pas trop d'illusions. À Pasteur, ils ont fait une étude, 4,4% ont trouvé des sérologies positives, c'est-à-dire que les gens étaient en contact. Dans les hôpitaux, même dans les services Corona, on a trouvé quelque chose comme 7% des cas. Ce qui fait que c'est sûr qu'on est loin de l'immunité collective dont on parle sans arrêt, qui devrait arriver à plus de 60% pour assurer
une immunité collective qui arrêterait le virus avec un mur. Mais on est très loin de ça. Ceci dit, il y a quelques études qui commencent à percer maintenant, dont je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'elles sont encore, comme on dit en hébreu, bechitulim, dans les couches, de ce qu'on appelle une immunité croisée. C'est-à-dire que les gens qui développent des rhumes en hiver, 20% de ces rhumes, il y a plusieurs sérotypes de coronavirus simples qui font partie des virus qu'on a dans les grippes saisonnières. Et 20% des cas, ce sont des coronavirus. Et il semblerait qu'il y ait une immunité croisée entre notre Covid-19 et certains types de coronavirus. On ne sait pas encore tout là-dessus, donc je ne veux pas m'étendre, mais ça laisse une lueur d'espoir. Alors, la deuxième lueur d'espoir, c'est le vaccin. Oui, c'est ça. Le vaccin, c'est que j'avais parlé à l'époque du vaccin qui a été développé à Oxford. Il est en train de bien se développer et il y a la société, si je ne me trompe pas, Moderna, qui est en contact, qui est aux États-Unis. Et ce vaccin, Oxford, Moderna, ensemble, devrait commencer à vacciner plus de 100 000 personnes au mois de juillet. Il y a aussi une équipe, faut donner les fleurs à qui revient. Il y a aussi une équipe allemande qui a commencé à faire des tests au mois d'avril sur des personnes. Mais le chiffre de 100 000 personnes qui devraient au mois de juillet, en été, recevoir le vaccin qui a été approuvé, je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Alors, une dernière question, Dominique. On a beaucoup parlé du fait que dans la région, au Proche-Orient, eh bien, le virus pouvait être peut-être moins virulent qu'il ne l'a été en Europe. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de confirmer cette thèse ? Je pense pas qu'on puisse confirmer. On peut parler d'impression, mais on peut pas encore confirmer. Certains disent, comme vous l'aviez dit, le docteur Sorkin disait que il est en contact avec un frère qui lui aussi travaille en réanimation. Alors il compare entre eux et il voit que les cas qu'ils ont en France sont beaucoup plus graves que ce qu'on a eu en Israël. Mais je pense que c'est ce qu'on appelle des trous shots bétaine. C'est plus des impressions. C'est possible. Il n'y a pas d'étude qui a été réalisée là-dessus. Pas que je sache. On ne sait pas encore ce qui va advenir de ce virus. On ne sait pas encore quelle est l'immunité. On ne sait pas encore où est le vaccin. On ne sait pas encore. Il y a tellement. Alors, aller comparer les données de pays en pays sur la gravité de la maladie, je pense qu'on n'est pas encore là-bas. Ça se fera par la suite probablement, mais je pense qu'on n'est pas encore là-bas. Eh bien, docteur Dominique Neumann, Chiche-Portiche, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir rassurés d'une certaine manière. On n'est pas dans une seconde vague, on est plutôt vers la fin de la première vague. Et effectivement, et puis il y a une donnée, je crois que là aussi, dans nos conversations, nous avons eu l'occasion d'en parler. Il y a très peu de malades gravement atteints, très peu de malades en assistance respiratoire. Il n'y a plus que 21 personnes intubées. Ce qui est très peu, on a fermé les services de Corona, etc. Alors restons optimistes et croyons à la version qu'on est en voie d'extinction du virus. Eh bien...